Zoran Mamdani a été élu maire de New York. On en a parlé en long, en large et en travers hier pour comprendre quel était l'électorat qui l'avait amené au pouvoir. Pourquoi les problématiques de logement, de pouvoir d'achat, etc. revenaient sur le devant de la scène à peu près partout dans les pays occidentaux, mais particulièrement là pour le cas new-yorkais. On a analysé tout ça. Là, aujourd'hui, les amis, on va regarder surtout ce qui est en train de se passer plus largement dans la gauche américaine. Parce que figurez-vous que les États-Unis se mettent à avoir une branche du Parti démocrate qui devient de gauche. Ça, c'est vraiment. Je pense que tout le monde ici est extrêmement surpris parce que ça fait extrêmement longtemps que ce n'est pas le cas. Je pense que ça Ah se non? compte en siècles, je ne sais pas. Et donc, on a envie de regarder un peu cette moïsation qui est à l'œuvre aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Sont-ils en train de devenir des camarades? Alors, vous allez voir, la situation est quand même un petit peu plus compliquée que celle que nous venons d'édicter. On va regarder en détail qu'est-ce qui se passe, comment se passe la moïsation. Je vous rappelle que la moïsation, c'est le fait que la gauche devienne de plus en plus de gauche et la droite devienne de plus en plus de droite, avec une séparation telle Moïse sépare la mer Rouge-Brune. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, est-ce que tu es prêt à ce qu'on regarde la moïsation? Ah bah moi, de toute façon, la moïsation, c'est ma passion. Oh merde, j'avais presque fait un slogan de Ruffin là un peu. J'ai pas fait exprès, pardon, je retire. Non, la moïsation, on va le voir. Je sais pas comment on peut l'appeler hein, en anglais. Si vous êtes anglo-saxon, essayez de nous donner sa traduction, essayez de la diffuser, mais je pense qu'elle est fine. On va voir, il y a des indications de cette moïsation aux États-Unis. Mamdani en est un effet. On a dit, est-ce qu'on était en avance ou en retard? C'est ça qu'on va voir sur la moïsation entre les États-Unis et la France. On va le voir, ça dépend du point de vue. Et j'espère qu'on fera un saut. Eux, ils sont partis de la moïsation, ils ont passé par les steps Trump. Ils ont choisi le mauvais côté de la moïsation, Zoé. Donc là, peut-être que le bon côté commence à surgir. Essayons-nous d'aller directement au bon côté. Et donc, ce bon côté, tout le monde se le dispute dans la moïsation. On voit que tout le monde se revendique de gauche Mamdani aujourd'hui. On va voir là tous les gens du NFP. C'est pour ça qu'on a appelé ces capsules comme ça. On va voir qui est vraiment le plus proche du NFP. Et on va voir à quel point la stratégie de conflictualisation, de ne rien lâcher sur le programme, sur l'opposition aux forces conservatrices, économiques, politiques, est un point clé de l'élection de Mamdani. Et c'est vraiment l'enseignement qu'on peut en tirer si on veut en avoir en France, malgré toutes les limites de son élection, dans une ville très différente de la France, qui n'est pas un pays, etc. Allez, let's go, on retourne sur l'incroyable présentation préparée par l'équipe de La Brèche pour parler de moïsation des États-Unis. On va voir un petit peu la politique générale, parce que c'est quand même notre spécialité à la pas du team. On va voir qu'il y a un effet de moïsation, ce qui fait l'effet Mamdani, hein. Comme on a dit, effectivement, revenir à des logiques progressistes sur les droits des gens, sur l'égalité entre les gens, c'est ce qu'on appelle nous le pacte égalitaire, le fait aussi de redistribuer un peu la richesse, sur les crèches gratuites, les logements encadrés. Tout ça, c'est un retour finalement aux catégories populaires, et aussi vraiment d'être, comme tu l'as rappelé, très antiraciste, très anti-impérialiste, critique de la Palestine, même si on peut encore en faire un peu plus. Et donc on voit ce qu'on appelle nous une moïsation, c'est-à-dire une gauche qui se regauchise, ou en tout cas une partie de ce bloc qui se regauchise, qu'on a vu en France. Et on va le voir, c'est plutôt significatif. On a appelé la moïsation à deux vitesses. Alors on a mis deux figures de la moïsation. Trump, on aurait pu mettre Sanders, on a mis Alexandria Ocasio-Cortez, c'est la AOC américaine. Rappelle que nous, AOC, c'est Amélie Oudéa-Castéra chez nous, et eux, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Donc encore un truc sur lequel ils sont un peu mieux, Zoé. Je sais que ton anti-américanisme primaire ne veut pas l'assumer, mais là-dessus, tu peux que me suivre, quoi. Voilà. Alors moi, je suis désolée, mais j'ai toujours pas vu Alexandria se baigner dans la Seine en criant wouhou comme Amélie Oudéa Castéra. Donc tant qu'elle aura pas fait ça, moi, dès que je suis un petit peu de mauvaise humeur, dès que je suis un peu triste, je me remets la vidéo de 1 minute 30 de Amélie dans la Seine et ça me refait, mais je suis repartie pour la semaine, quoi. J'y suis, Alexis. Donc rien que pour ça, moi je pense que Amélie Oudéa Castéra doit être à sa place, c'est-à-dire amuseuse publique, troubadour, d'accord, et que pour ça elle est très bonne. Mais oui, effectivement, donc les deux figures, c'est-à-dire une droite très à droite, une gauche très à gauche, si on devait simplifier un petit peu, parce que la gauche très à gauche aux États-Unis, encore une fois, bon, tranquille. Et là, vous voyez en dessous les courbes, ça représente en bleu. Alors vous savez, aux États-Unis, les couleurs sont inversées. Les bleus, c'est les démocrates. Les rouges, c'est les républicains. Oui, c'est trop relou. Ça me rend les cartes difficiles à lire. Donc les bleus sont les démocrates, les rouges sont les républicains. Et vous voyez en gros où se situent l'électeur moyen démocrate et l'électeur moyen républicain sur un axe qui va de la gauche, le côté libéral progressiste, et à droite, le côté conservateur. Et donc, vous voyez en 94 qu'en fait, les deux blocs sont relativement mélangés. En 2014, ça s'éloigne. Et vous voyez, en 2017, il commence à y avoir une très nette différence entre comment se positionne l'électeur moyen démocrate, c'est-à-dire nettement plus sur la gauche, et comment va se positionner l'électeur moyen républicain, c'est-à-dire nettement plus sur la droite. C'est vraiment l'expression même de la moïsation. Exactement. Et c'est aussi l'effet Trump, hein. Le fait qu'ils aillent beaucoup plus vers du conservatif, c'est aussi pour ça que Trump est élu, en fait. Parce que quand ça se moïse, vous avez la chance d'avoir l'un ou l'autre, ou la malchance. Mais il y avait eu en 2016 l'effet de combat en primaire
entre, on va dire, l'incarnation du point nodal médian démocrate Hillary Clinton avec l'incarnation plutôt la gauche de Bernie Sanders. Et ça, c'est l'effet de moïsation, ça n'a pas gagné, ça a échoué contre Trump. Tout le monde se refait le match, moi le premier, de si ça avait été Sanders contre Trump, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc, vous voyez, on va faire un petit zoom là-dessus, sur cette moïsation des démocrates. On voit par exemple, si vous êtes favorable qu'à un seul parti déjà, ou si vous êtes favorable à 2 partis. Et ça, c'est exactement la conjonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand ils se rejoignent au milieu. Tu sais ce que t'aimes bien critiquer, toi, Zoé. Il faut prendre un peu des 2 politiques. C'est vraiment mieux. On va se mettre autour d'une table et on va prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et ça va y faire la meilleure des politiques. C'est ça. C'est vraiment l'espace de la confusion que nous, on appelle ça. C'était le moment de confusion. Nous, on le situe dans les années 2010-2000. Eux, ils étaient déjà dans les années 90. C'est ça le coup d'avance des États-Unis. En 2016-2017, ils commencent à se moïser et donc ils élisent une personne déjà moïsée qui est la droite très très conservatrice extrême de Trump. Nous, on élit Macron, vous voyez le changement. Mais on va le voir, on va peut-être reprendre de l'avance. Donc là, du coup, on voit vraiment les gens qui sont ceux qui ne veulent que du Parti démocrate sont à 68% pour Mamdani. Ceux qui ne veulent que du Parti républicain, alors là, c'est très intéressant. On voit que la moïsation à droite est beaucoup plus avancée. Et en fait, quand on est favorable aux 2 partis, on se retrouve un peu avec Mamdani, donc il reste encore un peu de centre chez Mamdani, c'est pour ça qu'on l'appelle le NFP, voilà, c'est pour ça que tout le monde s'en revendique en France. Il y a encore des gens centristes, comme il y a encore des gens centristes dans notre NFP. Je rappelle qu'il y a François Hollande, donc il capte beaucoup de choses, Mamdani, donc c'est très intéressant. Ouais. Et regardez un petit peu dans la tête des États-Unis ce qui est en train de se passer dans leurs opinions. Donc vous voyez, là on a 2 graphes, on a fait un sondage d'opinion auprès d'États-Unis où on leur a demandé quelle est votre opinion du socialisme. Donc du nazisme. Aux États-Unis, c'est compliqué. Je vous jure que nous, à la Pas du Team, s'ils nous écoutent, je pense qu'il y a la moitié des États-Unis qui font un arrêt cardiaque, littéralement. Et ce qui n'est pas un problème pour Dr Zoé, je le rappelle. Non, alors moi, je soigne tout le monde, Chris, dans un système de soins parfaitement public. Ouais. Et je rappelle que si un énorme droitard fait un arrêt cardiaque, évidemment, si je suis le médecin sur place, je le soigne. Et donc là, regardez, on voit donc leur opinion sur le socialisme. Vous voyez, côté républicain, bon, c'est très bas, c'est très très bas, ça a même un peu baissé. Mais en fait, c'est assez stable. Les gens qui sont indépendants, c'est stable aussi, autour de 40% d'opinion favorable. Et regardez chez les démocrates, c'est en train de monter tranquillement. Ils étaient autour de 40-50% à avoir une opinion favorable en 2010. Et là, regardez en 2025, il y a plus de 60%, c'est-à-dire 2/3 des gens qui votent démocrates qui ont une opinion favorable du socialisme. Et ça, les amis, vraiment, c'est une véritable révolution. Et regardez parallèlement, ils demandent l'opinion alors de ce qu'ils appellent le big business. Donc, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, le capitalisme, je pense qu'on peut le dire comme ça, mon Chris. La grosse thune. Voilà. Le gros pognon. Voilà, le gros pognon, c'est pas mal, quoi. Côté opinion favorable au gros pognon, alors regarde, côté républicain, c'est marrant parce qu'il y a des pics. Donc il y a des pics où d'un coup, ils se mettent à beaucoup aimer le gros pognon, puis ils reviennent autour de 60%. C'est pareil, en fait, si tu lisses un peu les pics, c'est assez stable. Les indépendants ont une moins en moins bonne opinion du gros pognon. Et alors là, regardez chez les démocrates. En 2010, ils étaient 45% et pour le gros pognon. Alors moi, vraiment, je ne comprends pas ce pays, mais bon, bref. Et regardez ce qui se passe. Là, c'est en train de s'effondrer et aujourd'hui, moins de 20% des gens qui votent démocrate sont pro-gros pognon. Donc, il est en train de se passer une moïsation dans le Parti démocrate, les copains. Il va falloir regarder ça de près. Alors, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Vraiment, n'attendons pas la révolution communiste des États-Unis dans les 2 ans. On risque d'être déçus. Mais c'est quand même vraiment intéressant à regarder. Et donc ça se voit aussi dans les figures que le Parti démocrate est en train de faire monter. C'est intéressant parce qu'on voit donc l'effet Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. En fait, on voit donc l'effet ce qu'on appelle BNC, Brand New Congress. Si vous connaissez pas ça, renseignez-vous, c'est assez intéressant. C'est des démocrates de gauche de l'aile Sanders qui ont pris le terrain et qui ont mis en place des campagnes de terrain, de porte-à-porte, des choses que les démocrates faisaient plus pour aller chercher des candidats au Congrès, parce que pour être candidat au Congrès, il y a des primaires, comme si demain il y avait des primaires aux candidats législatifs à gauche, voilà. Là, vous avez eu des nominations pour le NFP, mais demain, c'est comme s'il y avait des candidats, voilà, Dr Zoé dans sa circonscription, Brand New Congress, ils auraient dit, voilà, venez. T'as le même âge que Mamdani, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai pris ça comme une invitation à ta candidature pour 2027, mais... Non, chef, arrête de me harceler avec ça. Non. Mais donc voilà, donc ils sont allés chercher. Il y a un documentaire sur Netflix qui est pas inintéressant à regarder. Si vous voulez le regarder, Cap sur le Congrès, ça s'appelle en français. Et donc ils sont allés chercher des nouvelles figures, un peu de terrain. Donc Alessandria Ocasio-Cortez, Cory Bush, Rachida Tlaib, voilà, qui sont par exemple Rachida Tlaib est avec Ilhan Omar, quelqu'un de très important aussi, une des premières musulmanes au Congrès américain. Et donc ils ont renouvelé un peu la génération. Et ils ont pas simplement trouvé des figures, ils ont aussi fait émerger des nouvelles techniques de porte-à-porte
porte, de discussions dans la rue. Tout ce que vous avez vu avec Mamdani, ça c'est de l'ingénierie politique qui est née avec BNC, avec Brand New Congress en 2016. Brand New Congress qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a porté ses fruits. Et Mamdani est littéralement un enfant de ça. Il avait 24-25 ans quand il a fait ça, un enfant de cette dynamique, de cette moïsation du programme. C'est vraiment très très important. Et quand vous entendez les gens dire il a fait du porte-à-porte et tout, bah, vous êtes là à la Pas du Team pour apprendre des choses et comprendre en profondeur. Vous voyez, ça vient de ça. Alexandria Ocasio-Cortez vient de ça. Alors, il y a plein de critiques à lui faire. Alexandria Ocasio-Cortez, on est les premiers à dire qu'elle a été très conservative et on est gentil avec elle sur la Palestine, sur Israël, parce qu'elle était pour le dôme de fer, etc. Enfin, c'était une catastrophe. On voit effectivement, et ça va être la suite, l'exercice du pouvoir droitise de manière extrêmement violente. Donc, ne soyez pas, comment dire, dithyrambique avec ça. C'est un effet. La problématique, et on l'a vu tout à l'heure avec Mamdani, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Zoé l'a bien rappelé, ces gens-là ne font pas masse, en fait. Ils gauchisent des classes moyennes qui étaient déjà politisées, ils se gauchisent, ce qui est déjà une très bonne chose, c'est déjà très rassurant, mais ils ne font pas masse avec les classes populaires, comme on a vu dans l'électorat Mamdani, où il n'y a que 41% de participation, donc lui ne représente que 20% des électeurs, et à l'intérieur de ça, bah, il y a très peu de gens très précaires, voilà. Et donc là, on va aller regarder là un petit peu le programme qui est défendu par cette aile gauche des démocrates qui s'appelle les DSA, Democratic Socialists of America. Alors, le terme de sociodémocrate dans l'histoire a recouvert des réalités politiques extrêmement diverses. Ça va d'Allemands complètement pro-Banque centrale européenne qui ont participé à saigner la Grèce en accord avec le FMI, etc., à Lénine qui fait la révolution en 17. Donc, quand on parle de sociodémocrates, souvent, il faut savoir se situer dans l'histoire et dans les pays pour savoir de quoi on parle. En tout cas, voilà, là, ce sont des démocrates socialistes et nous, on s'est amusé à vous mettre en parallèle le programme du Nouveau Front populaire et le programme des socialistes démocrates américains. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Objectif politique général, on voit que d'un côté, c'est une rupture avec le néolibéralisme assumé et de l'autre, un anticapitalisme. Côté travail, SMIC à 1600 €, etc. Côté États-Unis, on voit un salaire minimum à 25 $ de l'heure, les 32 heures, le contrôle ouvrier des entreprises. C'est nous, ça, c'est le programme de la brèche. Voilà. Côté fiscalité, donc ça parle d'impôts sur la fortune, de taxes de super profit, etc. Côté états-unien, ça parle de taxation à 90% des revenus du capital. Let's go. Côté santé, donc renforcer l'hôpital public. Et côté États-Unis, je vous rappelle qu'ils partent de très loin. De très loin, ouais. Medicare for All, c'est-à-dire système de santé universel, gratuit et public, parce que le problème actuellement, vous savez, la fameuse Obamacare qui a été mise en place par Barack Obama, c'est une assurance santé publique, mais pour les franges les plus précaires de la population. Et si vous vous souvenez dans la capsule qu'on a faite sur Nathalie Saint-Cric, à partir du moment où l'assurance santé n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas tout le monde, vous allez avoir des riches qui s'assurent de leur côté, qui font leurs propres hôpitaux de riches, avec leurs propres médecins de riches, avec leur propre médecine de riches, et ça va vachement mieux marcher pour eux, pour un tout petit entre-soi qui peut très bien se soigner, etc. Et ça va faire beaucoup moins de personnel, de moyens financiers, de moyens humains et matériels pour l'hôpital des pauvres qui est en général de bien moins bonne qualité. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, vous vous retrouvez avec une situation où, en fait, quand vous regardez le classement, les libertariens adorent ça. Ils disent, mais regardez, les États-Unis, c'est pas vrai qu'on se soigne mal parce que dans le classement des meilleurs hôpitaux mondiaux, il y en a, je sais plus, dans les 10 meilleurs hôpitaux mondiaux, alors qu'ils sont classés selon des critères, etc. Il y en a 4 ou 5 aux États-Unis, je crois. Alors oui, mais en fait, moi, mon avis, c'est qu'on ne juge pas de l'efficacité d'un système de soins à comment sont soignés les plus riches, mais comment sont soignés la moyenne de la population, voire même, j'ai envie de pousser, on peut juger de l'efficacité d'un système de soins à la manière dont sont soignées les fractions les plus précaires de la société. C'est ça le meilleur critère. Et c'est pareil pour l'éducation. Hein. Totalement. On devrait juger le niveau des plus faibles qui sortent du système scolaire et non pas ceux qui sortent les plus forts, quoi. C'est ça. Et donc, aux États-Unis, vous avez les meilleurs hôpitaux du monde, mais une des espérances de vie les plus basses des pays de l'OCDE. Donc là, le projet, c'est de faire un équivalent, on va dire, d'assurance maladie publique, de sécurité sociale pour tout le monde. Sur l'éducation, vous voyez qu'ils proposent une gratuité intégrale jusqu'à l'université avec une annulation de la dette étudiante qui est un délire. Aux États-Unis, c'est un vrai sujet, la dette étudiante. Alors que côté NFP, bon, c'était suppression de Parcoursup, gratuité de l'école et de l'université, d'accord. Les logements, ça proposait 200 000 logements sociaux. Quant aux États-Unis, ça propose la socialisation du parc immobilier, de plafonnement des loyers et des expropriations. Alors que on était dans un encadrement des loyers côté NFP. Pour les retraites, c'était abroger la réforme
pour les États-Unis, c'est une retraite universelle financée par impôt. Niveau police, c'était une réforme police-justice. Alors que niveau socialiste américain, on est sur defund the police. Donc, c'est une abolition du système carcéral et une approche par justice restaurative. Donc, c'est vraiment par rapport à ce qui se fait aux États-Unis actuellement, une vraie bifurcation majeure. En écologie, on parle de planification écologique côté NFP et côté États-Unis, on parle de Green New Deal, c'est-à-dire une dénationalisation massive des secteurs énergétiques avec de la planification. C'est assez proche en fait, bien que dans la planification écologique du NFP, c'était comme le pôle public du médicament dont parlait le NFP. En fait, c'était pas très clair ce qu'ils voulaient faire parce qu'un pôle public du médicament, si vous voulez le faire version Nicolas Meyer-Rossignol, vous pouvez en faire une espèce d'agence de contrôle un peu à la con, tu sais, qui ah oui, on va vérifier qu'il y ait des bons Bien sûr. stocks d'antibiotiques, etc. Alors que tu peux en faire une énorme machine de guerre en collectivisant Sanofi, en virant tous les brevets, en décidant que c'est la puissance collective gérée par les travailleurs qui va produire les médicaments à prix coûtant. Enfin, tu peux faire un truc beaucoup plus Radical. incisif et radical, quoi. Sur l'antiracisme, donc le plan interministériel contre l'antisémitisme et l'islamophobie, je te jure, quand je lis ça, Normal. ah ouais, j'ai juste envie de souffler, quoi, de faire. Et côté États-Unis, on voit amnistie des sans-papiers, frontières ouvertes, réparation pour l'esclavage. Et enfin, politique étrangère, embargo sur l'envoi d'armes à Israël et annulation de la dette africaine. Et côté États-Unis, on voit fin de l'impérialisme états-unien, fermeture des bases militaires, ce qui serait un truc assez dingo. Donc comme vous le voyez, là on parle quand même côté états-unien d'un programme qui est plus à gauche que le NFP. Et vous allez voir ce qu'en dit notre camarade, le valet de la noisette, j'ai nommé Olivier Faure. On va regarder ça tout de suite. Il suffit de regarder son programme. Enfin, sur quoi s'est-il fait élire? Et d'ailleurs, comment se revendique-t-il? Il se revendique comme socialiste. Bon, Oui, alors Lénine aussi était au Parti socialiste démocrate ouvrier de Russie. Je suis pas sûr que ça fonctionne, quoi. Voilà. socialiste à la mode américaine. C'est pas un soumis. En fait, Bah si. qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux faire le blocage des loyers dans une zone tendue, New York. Ça vous rappelle rien? C'est sous François Hollande que ça s'est passé. Je n'ai pas le souvenir que Le gars est en train de redéfendre François Hollande, hein, en pleine élection de Mamdani, quoi. on ait classé Tranquille. François Hollande à l'extrême gauche. Bon, quand il dit qu'il veut des services publics qui fonctionnent et qui soient accessibles à tous, les crèches, les transports, etc. Mais regardez en France, quelles sont les villes, les départements, les régions qui mettent en œuvre la politique que Zoran veut mettre en place à New York. Vous regarderez, vous verrez, ce sont toutes des communes, des départements ou des régions socialistes. Donc, je me sens parfaitement en phase avec ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment significatif. Vous allez voir que ça, on l'a dit, hein. Donc tout le monde s'en revendique. Donc le programme du NFP est largement plus à droite que le programme de DSA, parce qu'en plus, le programme du NFP est plus à droite que le programme de la France Insoumise. Donc on voit bien que s'il y a un programme qui se rapproche le plus de DSA, c'est le programme de la France Insoumise, mais qu'il le tire à droite. Voilà. Et donc, Olivier Faure fait exactement ça. Et nous, on bataille surtout pour la FI. Ne revendiquez pas le programme du NFP parce qu'ils vont le faire et là on le voit, etc. Là ils sont en train de revendiquer la victoire de Mamdani. Surtout, revendiquer un programme plus à gauche que le NFP. Dites, le NFP est un programme de consensus avec des socialistes qui sont très à droite. Vous êtes du côté de Hillary Clinton, de Cuomo, de Kamala Harris en fait. Et c'est le problème de DSA, hein, c'est qu'ils sont inclus là-dedans. Mais surtout, ne revendiquez pas le programme du NFP qui est trop à droite et qui satisfait amplement Olivier Faure qui de toute façon n'a pas de programme. Moi, j'ai une autre demande aussi au Parti socialiste. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer de coach de communication et d'aisance verbale Olivier Faure? Je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux Bah, plus. tant mieux qu'il le garde. Hein. Ah, non, mais le mec dit... Non, mais vraiment pour nous, là, pour nous, dans notre travail sur YouTube, moi déjà, les gars, j'écoute tout en x2 normalement. Comme c'est pour vous les amis, je fais un effort d'écouter en fois là, dans ces trucs-là. Et là, il fait 3 mots toutes les 20 secondes. Je n'en peux plus. Voilà, je lance une bouteille à la mer. Pitié. Les blancs de 10 secondes entre chaque mot d'Olivier Faure, je vais me pendre si ça continue. Pitié. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est l'effet justement, on va boucler là-dessus, hein, sur l'effet Mamdani, ce qu'il est la gauche de droite, la gauche de gauche, etc. On voit bien hein, que DSA est extrêmement important, est extrêmement à gauche dans son programme. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il est l'espace minoritaire du bloc démocrate, voilà, du bloc de gauche. Là où la FI a le programme le plus radical et elle est l'espace majoritaire du bloc de gauche. Donc ça donne pas du tout les mêmes rapports de force. Donc c'est vraiment très important pour ça
là où DSA va devoir faire avancer des programmes, et ils le font, on l'a vu la moïsation, va devoir faire avancer des mesures plus radicales dans un programme très à droite, ils vont être obligés de gauchiser un espace de droite. Là, ce qui se passe avec le NFP, avec Fort qu'on vient de voir là, c'est qu'ils sont en train de droitiser un espace de gauche. Donc il faut vraiment s'affronter. Voilà. Donc on va voir, il n'y a pas que Olivier Faure qui essaye de se revendiquer, on va boucler là-dessus, c'était le titre. Hein, voilà. On a effectivement la FI qui essaye de manière presque un peu grossière s'en inspirer pour les municipales. Ils ont repris la typo, les couleurs. Donc on a François Picmal qui se présente à Toulouse, on a Anaïs Chérifi qui se présente à Lyon. Et donc vraiment c'est très important pour eux d'incarner ça. Tout le monde essaye de l'incarner. Effectivement, le programme de DSA et plus l'AFI, le programme d'accommodement, d'aménagement, parce que aussi c'est une ville, New York, on n'a pas toutes les manettes que ce qu'on a vu quand on a comparé NFP et DSA, on voit que tout le monde va se battre pour, notamment, comme tu l'as dit en intro, avec les municipales. On a notre roi des noisettes là, qui se prend pour le Mamdani français. Alors là, on va rigoler. Bravo Zoran Mamdani qui vient de remporter l'élection dans la ville de New York. Ça amène une bulle d'air dans l'empire américain trumpiste. Tous les Trumpistes se sont mobilisés parce qu'il est né en Ouganda. Donc ça c'est faux parce qu'en fait je vais faire croire que justement nous on l'a dit et du coup on a bien pré-shot que tout l'Amérique est Trumpiste. Déjà on voit que non, c'est pas vrai. Gavin Newsom par exemple est un très gros opposant en Californie. La Californie est très oppositionnelle. Pour rendre monolithique l'Amérique Trumpiste, c'est vraiment très faux. Je trouve ça assez ridicule comme analyse quoi. Oui, mais il est en mode noisette, tous contre l'extrême droite, etc. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il est musulman, parce qu'il a pris parti. Parce qu'il est musulman, je rappelle que tu avais foot quand il y avait une manif contre l'islamophobie, François. Donc effectivement, lui n'a pas eu foot sur l'antiracisme, les droits LGBT, que toi tu trouvais que ça divisait, qu'il fallait pas trop en parler, que c'était pas le sujet. Rappel à ces gens-là qui viennent chercher Mamdani, c'est qu'il a aussi essayé de tenir un peu les deux jambes de ce que vous appelez le sociétal, voilà, des droits individuels, de l'antiracisme, des droits des femmes, des droits des LGBT, pendant que vous aviez foot, la gauche de l'après, là, voilà, ou de debout. Contre la guerre menée par Israël à Gaza. Et à Gaza, parce qu'il a soutenu Gaza. Donc pareil, tu avais aussi foot et tu as même manifesté avec le Rassemblement national contre la résistance palestinienne, François Ruffin. Donc tu es un imposteur. Que retenir de cette victoire ? 1. La primaire, il a gagné une primaire et c'est la primaire qui lui a permis de renverser l'establishment démocrate incarné par le procureur général de l'État de New York qui était en vérité un réactionnaire et qui l'a dégagé parce qu'il a réussi à mobiliser les citoyens, à mobiliser les militants contre ce candidat dans la primaire. Ce qui est faux, en fait, parce qu'en fait, il s'est quand même présenté contre lui, donc il n'a pas déstabilisé l'établissement, c'est-à-dire qu'il a dû faire ce que nous on dit, les primaires ne servent à rien, à la fin, il faut que la campagne de gauche affronte la campagne de droite au premier tour des deux gauches, quoi. Primaire ou pas primaire, c'est ce qui s'est passé. Que les gens aient voté Cuomo au primaire ou Mamdani, ça ne change rien sur le fait qu'à la fin, il a fallu quand même voter Cuomo au premier tour, donc il se passera la même chose. Et je rappelle que eux, quand ils parlent de primaire, ils sont plus à droite que la FI, hein, donc ils parlent pas du côté de la gauche, quoi. Ils parlent pas du côté outsider, quoi. Donc de la primaire peuvent sortir de nouvelles voix, de nouveaux visages qui renversent la table. 2. Il a mené une campagne populaire et populiste. Populiste, courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Et lui, il a décidé de partir de la vie des gens du peuple en disant « Vous, travailleurs, travailleuses, New-Yorkais, New-Yorkaises, vous avez du mal à vivre ici, on va vous rendre la ville abordable. » C'est son thème, la ville abordable, la ville abordable, la ville abordable, qu'il a répété presque comme une obsession. La ville abordable par les déplacements, ce sont les bus gratuits. La ville abordable par les enfants, ce sont les crèches gratuites. La ville abordable en faisant tout pour baisser les loyers, parce que c'est le prix du logement, à New York comme ici, qui est le gros souci sur le pouvoir d'achat. Et c'est la primaire, et c'est cette campagne qui lui a permis de mobiliser des milliers et des milliers de militants, jusqu'à 1,5 million de portes frappées. 1,5 million de portes frappées à New York. Voilà, le terrain qui lui a permis de l'emporter. Enfin, c'est mon petit plus, il a fait le candidat reporter. Il est allé avec son téléphone portable, avec son micro, pour interroger les gens en leur demandant... C'est son petit plus ruffiniste à Mamdani. Comment vous arrivez à payer votre loyer? Qu'est-ce que de moi vous attendez? Et donc voilà comment on peut renverser la table. Primaire, campagne populaire, militant de terrain, candidat reporter. Juste le bémol si je me permets, on parle là de New York. On parle d'une mégalopole, on parle
du cœur d'une ville multiculturelle. Et évidemment, ce qu'il y a à reconquérir aux États-Unis, ce sont les États-Unis tout entiers, le pays tout entier et pas à moitié, mais tant mieux s'il a à New York. Voilà, le pays tout entier et pas à moitié, dont il a dit que c'était plus sa stratégie dans une autre capsule. Donc on voit qu'il navigue à vue quand même. Hein. C'est la girouette Ruffin. Bon, voilà, Ruffin qui se prend pour le prochain Mamdani, incroyable. Hein. Ah oui. Donc on voit tout ça, mais moi je le rappelle, la gauche de la gauche gagne quand elle ne renonce à rien, et surtout pas à l'antiracisme, surtout pas à l'anti-impérialisme. Ce que tous les gens comme Faure qu'on vient de voir, et que Ruffin qu'on vient de voir, ou Tondelier, ont fait ces derniers temps. On finit en rigolant pour montrer qu'effectivement toute la gauche le revendique, mais alors là par contre la droite est en panique, Zoé. Donc il y a Marion Maréchal qui nous dit que c'est le candidat soutenu par Rima Hassan, Mélenchon et toute l'extrême gauche réunie. 24 ans après le 11 septembre, il vient d'être élu maire de New York avec le programme de ruine économique que celui de la France insoumise. La métropole américaine pourrait devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Les gens sont complètement timbrés. Non, mais vraiment. Mais l'extrême droite, Chris, mais ils sont dans un état. Ils sont vraiment de plus en plus zinzin. Hein. Et moi, ça m'inquiète. Hein. Je suis d'accord, ils sont complètement fous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils paniquent. Et ça, c'est le fond du fond de ce que nous, on a dit. Il y a une vague de fond sociale, sociologique, de crise du capitalisme qui emporte tout, qui emporte New York aujourd'hui, avec plus ou moins de radicalité, on va le voir. Mais il faut quand même prendre les choses pour leur opportunité et leur côté progressiste. C'est quand même un événement très important que cette ville bascule chez Zoran Mamdani, même s'il faut être vigilant et qu'on va regarder comment ils se débrouillent. Clairement, en face, ils sont juste en panique parce qu'ils ne gagnent rien. Alors, dans le même style, on a Céline Pina, l'humaniste. Céline Pina, je vous rappelle que c'est la meuf qui trouvait que une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Voilà, Céline Pina, elle pense qu'il y a des manières de buter bien ou mal les gosses et que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a de l'humanité dans le meurtre d'enfants? C'est sa petite compétence spéciale de savoir ce genre de trucs. Elle sort des trucs hallucinants à peu près tout le temps et là, regardez ça. New York s'est donné à un islamiste. Les New-Yorkais en paieront le prix et personne ne les plaindra. Mais la meuf. Et donc, vous voyez d'un côté le World Trade Center, les attentats, 2001 Never Forget, et la tête de Zoran Mamdani à côté, 2025 We Forgot. Mais le niveau de racisme. Ah ouais, c'est du racisme là, tranquille quoi. Mais c'est quand même, enfin, genre, elle veut se présenter au championnat du monde du racisme, la meuf, je ne comprends pas. Hein. Elle est bien partie. Hein. Et là, je finis avec ton chouchou. Ah oui. Alors ça, c'est mon compte Twitter préféré, je dois vous le dire. Voilà, c'est mon compte Twitter de droitard préféré, c'est le Parti milléiste français, qui est vraiment tout ce qu'on fait de mieux en termes de libertarien. C'est-à-dire que le mec est extrêmement sûr de lui et stupide, mais à un point qui est... Enfin, voilà, ça fait de la peine, quoi. Et il parle beaucoup. Je sais pas s'il est tout seul ou s'ils sont plusieurs. Bref, il est là. Attention. Je le répète sans cesse, vous n'êtes en sécurité des socialistes nulle part. New York, centre mondial du capitalisme, vient d'élire son premier maire socialiste avec un programme tout droit sorti d'une réunion LFI. Impôt sur les ultra-riches, censé financer tout et n'importe quoi. Oui, des crèches, des bus, taxation accrue des revenus supérieurs à 1 million, des profits financiers et immobiliers, élargissement du gel et contrôle des loyers, construction publique massive de logements sociaux, tout ça. Mais ce qui est trop bien, c'est que tu as envie de dire pas besoin de nous convaincre du programme. On était déjà d'accord. On est déjà convaincus. Il continue. Les épiceries municipales avec des prix de base vendus à prix coûtant. Le mec a peur de ça. Hein. Le mec est inquiet. Hein. Nanana, multiplication par 2 du salaire minimum. Investissement massif dans le scolaire urbain et les transports publics. Réforme de la police, tatata. Écoutez bien sa conclusion. La recette parfaite d'un désastre annoncé. La bataille contre le socialisme, c'est partout. Et tout le temps, camarade, calme-toi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, tu sais, si les gens peuvent se loger et qu'ils ont de quoi manger. Hein. Ça va bien se passer, hein. C'est tranquille. Bon, donc là, on a fait le tour assez longuement. Chris, moi, j'ai quand même une question à te poser, là. C'est parce que moi, j'ai pas une confiance aveugle dans le fait qu'un mec qui va prendre le pouvoir, alors bon, là, il est maire, hein, il n'est pas au pouvoir au niveau fédéral ou national, mais d'un mec qui va prendre le pouvoir aux États-Unis, avec quand même le Parti démocrate, va vraiment mettre en place une politique qui est une politique de rupture avec l'ordre capitaliste, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a aussi des gens qui disent que dans les semaines qui précèdent l'élection, à la toute fin de la campagne, en fait, a priori, il a commencé à donner un peu des gages, tu vois, en se recentrant, en se dégauchisant. T'en penses quoi, toi? Ouais, bah, c'est toujours un risque, en fait, de se remettre à droite. Alors, je vais être un peu clair, je pense qu'il ne s'est pas
tant droitisé que ça. Il y avait effectivement le conflit sur Israël, voilà, sur lequel il a été extrêmement attaqué. Et là-bas, on sait que c'est extrêmement violent. C'est le pays le plus soutien d'Israël, le plus impérialiste. Enfin, on a bien vu leur candidat démocrate, le président démocrate comme Biden était quasiment pire que Trump. La candidate Kamala Harris a été immonde sur Israël. Ça a fait perdre la gauche. Donc il a lâché un petit peu, mais pas tout à fait. Surtout, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas commencé à revenir sur ses propositions. Ça, c'est vraiment le pire truc. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça lui a permis de gagner. Et je pense même qu'on a rigolé à la fin sur les Marion Maréchal, etc., qui flippent. Mais en fait, ils sont en train de faire monter la gauche en faisant ça, comme l'extrême droite l'a fait là-bas. C'est-à-dire en énumérant le programme, tu sais, genre, mais ils sont fous, ils veulent que tout le monde mange bien, ils veulent que... En fait, ils font la bataille culturelle à droite, un peu comme la gauche, quand ils disaient, oui, il faut plus contrôler les immigrés, oui, il faut plus contrôler les frontières, oui, en se disant de gauche. Bah non, ça a fait monter l'extrême droite. Quand eux, ils font ça, à détailler le programme en disant c'est très grave, en fait, les gens ont commencé à se dire, bah non, c'est pas si mal, en fait, vu la crise. Là où il y a un risque, effectivement, c'est le recentrage quand t'es au pouvoir. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'inquiète et qui, moi, me paraît compliqué aux États-Unis pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'assentiment de masse populaire derrière Mamdani, derrière DSA, derrière les votes démocrates. Ce sont des votes, comme on l'a rappelé, qui sont extrêmement minoritaires par rapport aux masses de la population, extrêmement minoritaires par rapport même à la classe prolétaire, qui ne sont pas appuyés par des syndicats massifs, qui ne sont pas appuyés par des partis de masse, comme on l'a dit. Ça, pour moi, c'est ça le vrai risque. En France, on a aussi ce risque. Même s'il est moindre, on a encore des institutions de masse, des syndicats, des contre-pouvoirs populaires là-dessus, parce qu'on est sur un état social plus avancé avec la sécurité sociale. Mais ça se délite. C'est déjà un risque en France de droitisation, de d'élire quelqu'un à gauche une fois qu'il sera au pouvoir, de se droitiser. Je pense que c'est une alerte encore plus importante pour Mamdani, parce que le risque, c'est justement de croire qu'il suffit de mettre quelqu'un avec un programme très à gauche et de laisser faire. Eh ben non, en fait. Parce que si vous laissez faire, en face, ils ne laisseront pas faire. Et donc, moi, il me semble que là, on est à un tournant. Nous, on avait été plutôt prophétique en disant que la victoire de Trump, peut-être par rapport à la France, serait vue comme une possibilité de bifurcation à gauche, justement par échec de Trump, par, comment dire, une forme de réaction progressiste. Voilà, on le voit que c'est déjà le cas en Californie et là avec Mamdani. Aux États-Unis, en Europe, ils pensaient la même chose. Par contre, effectivement, il va surtout pas falloir échouer quand on est au pouvoir. Il va falloir absolument soutenir si les forces économiques s'abattent sur les gens qui essayent de transformer les choses, parce que s'il y a échec, si vous ne bougez pas dans la rue et vous ne faites pas masse pour soutenir, et ben effectivement, là, ce sera définitivement la fin de la possibilité de gauche, quoi. Oui, donc vigilance en fait. Vigilance, des bons signaux, plein de raisons aussi de penser que c'est pas du tout gagné et qu'il va falloir bosser dur. Pour rappel, quand même, les structures, tu l'as bien redit, Chris, mais aux États-Unis et en France ont quand même beaucoup de différences, en dehors du fait que la structure de New York est très différente que la structure du reste des États-Unis. D'ailleurs, toute dernière question quand même, parce que tu as reparlé de Gavin Newsom tout à l'heure, qui est le gouverneur californien. On avait fait une vidéo il y a quelques mois sur ce qui se passait en Californie au moment où Trump avait envoyé la garde nationale en Californie, etc. On s'était posé un peu la question de la possibilité d'une sécession de la Californie par rapport à l'État fédéral états-unien. Et là, quand on voit New York qui, de l'autre côté, c'est-à-dire la Californie côté côte ouest et New York côté côte est, ces deux gros pôles économiques massifs, majeurs, qui sont en train vraiment de bifurquer par rapport, on va dire, à une trajectoire à l'échelle nationale états-unienne. Est-ce que pour toi, c'est envisageable qu'il y ait une partition des États-Unis? Alors moi, je pose la question de manière un peu intéressée, parce que je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à la planète, que ce pays scissionne. Il est beaucoup trop gros, beaucoup trop puissant, beaucoup trop dangereux pour tout le monde sur cette planète. Est-ce qu'on va vers une sécession de la Californie d'un côté et une sécession de New York de l'autre? Moi, je te dis, je pense que c'est pas impossible. Je pense pas qu'on ira vers une guerre civile. En fait, on est sur un pays qui est trop vieillissant, avancé. Mais je pense que si la dynamique est la même dans le Parti démocrate, qu'on a un Parti démocrate qui investit donc en 2028, quelqu'un de DSA, imaginons. Ça pourrait être Mamdani, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Imaginons Ocasio-Cortez ou quelqu'un d'autre qui viendrait de DSA. Il y aurait vraiment un affrontement entre la vision républicaine et le socialisme. Il est pas impossible que le pouvoir fédéral commence à perdre petit à petit des forces par rapport aux pouvoirs locaux. C'est-à-dire que tant qu'il y avait un équilibre, on l'a vu les années 90, au centre des gouverneurs démocrates et des gouverneurs républicains, ça pouvait tenir, le pouvoir fédéral faisait office d'arbitre. Là, aujourd'hui, le pouvoir fédéral va
va devenir un empêchement des politiques socialistes s'il y a un président trumpiste, et demain deviendra un empêchement des politiques trumpistes dans les États qui sont très trumpistes s'il y a un gouvernement socialiste. Donc on peut avoir une vraie bataille administrative. On le voit qu'il y a déjà des combats, il y a des shutdowns aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas appliquer les budgets de Trump, qui ne les votent pas, et donc les administrations ne peuvent plus payer leurs fonctionnaires. Enfin, il y a déjà des affrontements de type administratif. Donc on peut effectivement aller vers une autonomisation progressive. Et là, la vraie question, ça va être New York. Il va falloir suivre effectivement comment l'État, lui, suit derrière, parce que beaucoup des politiques de la ville de New York sont détenues par l'État fédéral de New York, quoi. Donc tout ça incarne comment justement la transformation de la société doit se faire, comment elle va choquer des gens qui étaient très installés, comment elle va choquer les administrations étatiques, les institutions, et surtout, là où les forces de l'argent en face vont mettre énormément de capitaux. Je rappelle qu'ils ont mis 20 millions de campagnes pour Cuomo pour pouvoir empêcher Mamdani. Là, ça va être 10-15 fois plus quand il sera au pouvoir. S'il n'y a pas un soutien populaire derrière, une façon de mettre en grève, de mettre en manifestation, de blocage et tout, pour pouvoir dire non, on veut que ce programme soit appliqué. Je rappelle, nous, on a l'expérience du Front Populaire en France. Le Front Populaire, les congés payés et la semaine de 40 heures ne sont pas dans le programme du Front Populaire de mai 36. Ce sont les grèves de juin 36 qui l'imposent en disant « Ah bon, vous avez été élu la gauche, donc faites ça. » Je ne sais pas si ce serait arrivé sans. Donc là, ça va être la même chose. Il va falloir du soutien. Et ça, effectivement, oui, dans un scénario, on va dire, optimiste, on peut aller vers une transformation progressive et une forme de disparition un peu de l'État fédéral, mais par l'autonomisation. Si demain, il y a vraiment un affrontement et qu'il y a des masses qui se mettent en mouvement derrière pour appliquer un programme d'ISA aux États-Unis et qui sont réprimés, et là, on peut aller vers une guerre civile. Je rappelle que c'est un peuple très armé, donc les peuples qui sont en armes sont toujours susceptibles de tomber dans la guerre civile. Parfaitement, parfaitement. Bon, écoutez les amis, on a fait cette longue rétrospective en 2 épisodes sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On en reparlera de toute façon parce que je vous rappelle que c'est le centre impérialisme et donc ce qui s'y passe a un impact assez majeur sur ce qui peut se passer ailleurs dans le monde et notamment chez nous. Très important, nous sommes actuellement dans une campagne de financement pour Position Revue, la revue marxiste incroyable qui fait partie de notre asso La Brèche. On a plein de projets pour la revue. On a des projets sur le graphique, comme vous le savez, qui est en cours de préparation, etc. et dont notre objectif, c'est de pouvoir le mettre accessible en open source, utilisable par chacun. Donc avec Position Revue, on cherche du financement pour ça, on veut refonder tout le site, on veut faire une modification des chroniques de l'exploitation. Comme vous savez, les chroniques de l'exploitation, ce sont ces chroniques que vous pouvez faire vous-même en nous parlant de vos expériences de travail. On en a publié un certain nombre, on en a plein d'autres qui arrivent, des chroniques qui sont assez incroyables et on a des super bons retours dessus. Continuez à les dire et continuez à nous les envoyer. On aimerait passer ces chroniques sur un mode podcast. Je peux pas vous en dire beaucoup, mais on a envie de faire un truc hyper quali et ça sera pas exactement ce qui a été publié à l'écrit. Il va vraiment y avoir un travail de nouveauté, on va dire. On a aussi plein d'autres projets pour la revue. On a envie de faire un événement en physique courant 2025. On peut pas vous en dire beaucoup, mais a priori, ça va être un énorme banger. Bref, on a beaucoup de projets. Et pour ça, on lance un financement participatif via Tipeee. Vous trouverez le lien du financement en barre d'infos. On remercie vraiment très chaleureusement tous ceux qui vont nous aider à nous financer spécifiquement sur cette campagne pour l'évolution, l'incroyable banger que va devenir Position Revue, qui est déjà un banger. Mais alors, imaginez ce que ça sera après. Donc voilà, on vous remercie tous pour tout ça. On a envie de vous proposer des trucs de zinzin. On a trop hâte là sur l'année 2026 de vous faire découvrir tout ce qu'on a prévu. Vous allez voir, c'est la folie. Donc voilà, on a hâte de pouvoir vous parler de tout ça parce qu'il y a des trucs qu'on mijote en cuisine mais dont on ne peut pas parler actuellement. J'ajoute que aussi Position Revue, c'est un peu notre centre intellectuel. C'est aussi grâce à ça qu'on fait des nouvelles belles présentations là-dessus parce qu'on a de la data, parce qu'on a des gens qui permettent de retrouver des choses, de chercher et qu'on est alimenté aussi par nos entretiens, nos articles. Donc c'est ce qui nous permet de faire cette vulgarisation derrière. Exactement, c'est un pilier central chez nous. Vous voyez souvent le navire amiral, pas du team, mais en fait dans les projets de l'assaut, il y a beaucoup de trucs et Position Revue, c'est vraiment central pour nous et d'ailleurs c'est à la base de l'assaut. Merci à tous ceux qui vont nous aider sur ce projet. On va vous en reparler de toute façon dans les prochains jours et les prochaines semaines. Vous pouvez également aussi aller voir le dernier entretien qui est paru sur la chaîne On ne veut plus, où on invite William Roger de l'Union pour la reconstruction communiste, l'URC, qui vient nous parler de la marche du 11 novembre à laquelle nous serons présents avec l'association La Brèche. Une marche qui part à 14h, gare de Port-Royal à Paris et qui va vers le ministère des Armées. Une marche pour la paix, contre les guerres impérialistes des États-Unis, de l'OTAN, de l'UE, contre le budget de guerre de Macron. William Roger vous explique en long et en large l'objectif de cette marche, comment ils ont fait pour essayer de rameuter le plus d'organisations différentes possibles. On espère que l'entretien va vous plaire et on espère aussi vous voir le 11 novembre à Paris à la
la marche pour la paix. Vous pouvez nous soutenir en règle générale dans notre asso sur notre Tipeee, dont vous connaissez le lien qui est en barre de description. Vous pouvez aller vous abonner aux chaînes personnelles. Vous pouvez également aller nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut à tous. Salut.